Bonjour à tous, c'est un honneur et c'est aussi un défi de parler après Philippe Aghion et Michael Jordan. Alors je vais rentrer un peu comme Philippe l'a fait par la petite histoire pour vous expliquer notre relation suivie avec Philippe pendant 6 à 8 mois où on s'est vu plusieurs fois, parfois par semaine. Quelle est cette histoire ? Eh bien c'est une histoire d'intelligence artificielle, mais c'est aussi une histoire humaine. J'étais dans ce groupe d'experts, on était 15 experts à travailler là, dans la commission interministérielle de l'IA, et j'étais dans ce groupe d'experts le poil à gratter, puisque j'étais moi la juriste, donc le poil à gratter des experts techniques, et j'ai eu le bonheur d'avoir toujours le soutien de Philippe Aghion, qui était toujours très attentif à mes allants juridiques de protection des droits. Et donc, je voulais signaler sa position, qui n'est pas qu'une position économique. Alors, on y va. Quel est le point commun, si vous le connaissez, entre Xania Monet, la deuxième en haut, c'est Tilly Northwood, et une pièce de théâtre que vous voyez ici qui s'intitule « L'astrologue ou les faux présages ». La réponse est l'intelligence artificielle générative. La première est une chanteuse virtuelle de R&B qui fonctionne très bien, un avatar numérique qui a déjà comptabilisé plus de 17 millions d'écoutes, qui a même signé un contrat à plusieurs millions de dollars et qui a grimpé dans le top 10 du Billboard, qui est un classement très prestigieux de référence. La deuxième, c'est une actrice virtuelle qui a fait une entrée particulièrement remarquée en septembre dernier au Festival du film de Zurich. Et puis la troisième, c'est une pièce de théâtre, une uchronie audacieuse, à la manière de Molière, résultat d'un projet de recherche qui s'intitule « Molière ex machina ». Cette réponse unique, l'intelligence artificielle générative, dissimule une question qui est vertigineuse. Est-ce qu'on peut créer sans penser ? Peut-on produire de la culture sans conscience, sans intention, sans cette part d'humanité irréductible qui fait de l'œuvre le témoin d'une intériorité, mais aussi le témoin d'une société tout entière ? Ce colloque nous invite à réfléchir aux formes de l'intelligence et aux rapports, nous dit-on en sous-titre, entre apprentissage, connaissance et déduction. La culture, c'est précisément le lieu où ces rapports se cristallisent de la manière la plus évidente. La culture, finalement, c'est quoi face à l'intelligence artificielle ? Eh bien, que fait un modèle d'IA générative, sinon apprendre à partir de millions d'œuvres culturelles humaines, en déduire des patterns, des régularités, des styles, pour ensuite produire de nouveaux contenus qui simulent la connaissance culturelle. Mais l'IA générative nous confronte à une aporie fondamentale. L'IA générative mime l'intelligence créatrice sans être intelligente. Kant, dans la critique de la faculté de juger, définissait le génie comme le talent qui donne les règles à l'art. Or, l'IA ne donne aucune règle. L'IA applique des règles statistiques, extraites du passé. Elle ne crée pas, elle recombine. Une tension s'installe, on le sent, un ersatz de culture, une IA générative qui pourrait produire des contenus qui ressemblent à des contenus culturels. Eh bien, cette IA générative dévore une culture humaine bien réelle et déjà fragilisée économiquement et pourtant irremplaçable anthropologiquement. Alors, je t'aime, moi non plus. Pourquoi ce titre ? Cette formule exprime l'ambivalence du rapport entre la culture et l'IA, fascination et répulsion, promesse et menace. Je t'aime moi non plus, c'est aussi, de manière inattendue, une bataille. Nous décrirons cette relation ambiguë et contradictoire entre deux entités, l'IA et la culture, qui se cherchent autant qu'elles se fuient et qu'elles se repoussent. Je t'aime moi non plus, l'anomalie de ce faux dialogue invite également à accepter les contradictions, à accepter les risques intérieurs, l'absence de pureté absolue du lien. Et on le verra, il y a un lien, il n'est pas pur, mais il demande à le devenir.
La relation entre IA et culture, c'est d'un côté celle d'une innovation majeure, on l'a vu, promesse de progrès et de croissance économique, Philippe nous l'a montré, et puis d'un fondement séculaire de l'autre côté, un fondement séculaire de notre société, la culture, notamment protégée par le droit de propriété intellectuelle, qui est un droit fondamental. Pourtant, ça n'est évidemment pas qu'une question juridique ou économique, c'est plus profondément un enjeu ontologique, un enjeu civilisationnel, mais je ne suis que juriste. Donc j'examinerai comment le droit peut et doit restaurer la concorde entre l'intelligence artificielle et la culture. Alors, cheminons ensemble au sein de cette relation, d'abord par la rencontre. La rencontre, c'est l'amont, comment l'intelligence artificielle s'approprie la culture, vers l'enfantement. Que signifie la production de l'intelligence artificielle, ces contenus synthétiques générés par l'IA à l'apparence culturelle. Et puis à l'arrivée, seule importe la réconciliation entre innovation et protection des créateurs en créant les conditions d'une écologie de l'intelligence artificielle. Alors cette rencontre, d'abord, entre l'IA générative et la culture, c'est une rencontre mathématique, on l'a vu maintenant depuis 2 jours. Les modèles d'IA sont formés par apprentissage à partir de données d'entraînement, et dans ces données d'entraînement, eh bien, il y a des contenus culturels qui sont donc utilisés sans autorisation et sans rémunération. C'est cette étape amont, c'est grâce à cette étape amont que l'intelligence artificielle va pouvoir ensuite créer des contenus. Et c'est cette rencontre qui comporte clairement un risque de dépossession des savoirs auquel le droit tente d'apporter des réponses. Les modèles d'IA générative se nourrissent donc de ces masses de données qui sont déconstruites, qui sont analysées. Et dans cette opération, la qualité des données a une importance puisqu'elle améliore les performances de l'intelligence artificielle générative. Alors, au stade du pré-entraînement, c'est-à-dire de la formation du modèle, l'amélioration n'est pas forcément significative parce que les données sont substituables, et que donc, dans ces conditions, la masse prévaut sur la qualité. Mais dès qu'on arrive à l'étape de spécialisation, alors les contenus culturels sont recherchés comme étant des contenus de qualité, des contenus organisés, sémantiquement riches, un livre, un article de presse, une image, une chanson, une musique. La production culturelle constitue désormais la matière première de l'industrie algorithmique. La valeur des données réside aussi dans leur fraîcheur, dans leur date. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les données des journaux sont très recherchées. Ces données fraîches, ces données récentes, sont donc protégées par le droit d'auteur et par les droits voisins du droit d'auteur. Voilà donc la contradiction. L'IA dépend ontologiquement de la création humaine, mais son développement la menace dans une soif inassouvie, une sorte de cannibalisme culturel, et ces données sont paradoxalement les seuls intrants dont la valeur économique est contestée, c'est-à-dire sont les seuls intrants qui, dans la chaîne de valeur de l'IA, ne sont pas rémunérés. Alors ces données sont pourtant essentielles. Elles sont essentielles économiquement puisqu'elles constituent l'intrant créatif pour les modèles, c'est irremplaçable. Elles sont aussi essentielles existentiellement pour l'intelligence artificielle, et déjà Anne Alombert a cité tout à l'heure cette étude de Nature de juillet 2024 qui nous enseigne que lorsque le modèle d'IA est entraîné sur des données synthétiques, c'est-à-dire produites par IA, eh bien, il collapse, il dégénère comme une sorte de consanguinité numérique mortelle. La matrice, la machine, nourrie de ses propres données, de ses propres productions, eh bien, perd en cohérence jusqu'à l'effondrement. Cette appropriation massive des contenus culturels s'accompagne en outre d'une violence qui est épistémique et qui consiste en l'opacité. Les créateurs sont dans l'incapacité totale de savoir si leurs œuvres ont été utilisées par la machine. Ils sont ainsi privés de tout recours effectif, notamment parce que ces contenus culturels eh bien, sont rassemblés, se retrouvent reproduits de manière totalement non autorisée dans des bases d'entraînement de l'ombre, fantômes. Vous en avez plein, il y a Lion, LibGen, Books3, dans ces bases d'entraînement qui servent à l'entraînement, qui servent à la construction des modèles, eh bien vous trouvez beaucoup d'œuvres protégées, sans autorisation et sans rémunération.
L'opacité n'est pas qu'une question technique de fonctionnement de l'IA, c'est aussi un instrument de domination qui perpétue l'asymétrie informationnelle dont parlait Michael Jordan entre les fournisseurs d'IA et les créateurs. Alors comment le droit appréhende-t-il ce premier constat ? L'opération d'entraînement du modèle d'intelligence artificielle semble être couverte par une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins, une exception qu'on appelle l'exception de fouille de texte et de données, qui est prévue à l'article 4 de la directive, d'une directive de 2019. Et c'est une exception qui suspend les droits, c'est-à-dire qui suspend le monopole d'exploitation lorsque des conditions sont remplies. C'est une exception qui est au bénéfice de tous les acteurs pour toutes les finalités, y compris les finalités commerciales. Alors, il y a quand même des conditions. La première condition, c'est qu'il faut avoir un accès licite aux sources, un accès licite au contenu pour pouvoir bénéficier de l'exception de fouille de texte et de données. La deuxième condition, c'est qu'il faut respecter l'opt-out. L'opt-out, c'est une clause de sortie, une clause de réservation que le titulaire formule par des moyens lisibles par machine et qui lui permet de dire qu'il ne souhaite pas que son contenu soit fouillé. Cette exception qui existe et dont se prévalent d'ailleurs tous les fournisseurs d'IA, eh bien, c'est le droit positif, mais c'est aussi une insécurité juridique considérable. Pourquoi ? Eh bien, parce que les doutes sont permis sur l'applicabilité de l'exception à l'entraînement, sur les conditions d'application et sur l'effectivité même de cette exception. J'irai vite, c'est un peu technique, pardon, c'est mon côté un peu juriste là qui ressort. L'applicabilité d'abord de cette exception à la phase d'entraînement d'un modèle. Est-ce que cette exception qui a été adoptée en 2019, alors qu'évidemment on ignorait tout, vous vous souvenez de quand est sorti ChatGPT et qu'on a découvert l'IA générative, on ignorait tout à l'époque, d'ailleurs je vous raconte un petit secret. À l'époque où cette exception a été adoptée, en France, le ministère de la Culture me dit « fais le rapport de transposition pour qu'on transpose l'exception dans le droit français ». Donc je fais le rapport de transposition et comme quand je fais un rapport, je demande à auditionner tous les secteurs de la culture pour comprendre leurs inquiétudes. Là, il n'y en avait pas beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, personne ne se doute de la sortie de ChatGPT et personne ne sait qu'il va y avoir des IA génératives qui auront ingurgité l'ensemble de la culture française. Et donc, est-ce que cette exception qui n'avait pas, dont l'usage ici n'avait pas anticipé, bien s'applique à cet usage ? Deuxième hésitation, l'application même de l'exception, elle est douteuse parce que vous vous souvenez qu'il y a deux conditions. L'accès licite, si vous vous entraînez sur une base fantôme qui contient des contenus illicites, l'intelligence artificielle, par magie, ne licite pas l'illicite. Donc la condition d'accès licite n'est pas remplie. Deuxième condition, le respect de l'opt-out. Ici, il faut se dire que ça n'existe pas vraiment l'opt-out. Il n'y a pas d'opt-out standardisé encore aujourd'hui. Certains fournisseurs d'IA, en plus, imposent leur propre technologie et refusent une technologie ouverte et partagée. Et puis, on sait de toute façon que même lorsque l'opt-out est pratiqué, c'est-à-dire lorsque le titulaire de droit met un moyen lisible par machine sur son contenu, eh bien, parfois, il n'est pas respecté, tout simplement. Donc, de toute façon, est-ce que les conditions sont appliquées ? Ça n'est pas certain. Et puis, enfin, l'effectivité même de cette exception de text and data mining, de fouille de texte et de données. Pourquoi je doute de l'effectivité ? Parce qu'on a des engagements internationaux. Parmi ces engagements internationaux, il y a la Convention de Berne. La Convention de Berne, qui réunit à peu près toute la planète sur le droit d'auteur, nous dit qu'il est interdit de procéder ou de mettre en place des formalités pour accéder ou pour jouir de la protection. Et je me demande si l'opt-out n'est pas en fait une formalité préalable pour pouvoir bénéficier du droit d'auteur. Autre raison pour l'effectivité également, il existe en droit européen ce qu'on appelle le test en 3 étapes. C'est un filtre supplémentaire aux exceptions qui s'appliquent. Et dans ce filtre supplémentaire, il faut également, une des conditions, un des critères de ce filtre, c'est qu'il ne faut pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre. Or, je me dis que ces usages massifs des contenus culturels peuvent porter atteinte à l'exploitation normale des œuvres. Donc tout ça pour vous dire que j'ai un doute sur même l'effectivité de cette exception. Et du coup, je me pose une question qui est une question très théorique pour un juriste, mais c'est une question de principe sur les fondements même du droit. Est-ce qu'une norme ineffective existe véritablement ?
Si la réponse est négative, ça signifie qu'on doit neutraliser l'exception de text and data mining et que donc cette exception ne peut plus excuser les usages de l'intelligence artificielle, qu'il faut retourner au principe. Et le principe, c'est quoi? C'est l'exclusivité, c'est le monopole, c'est l'autorisation, la rémunération. Et donc, à défaut, c'est la contrefaçon, la sanction. Cela étant, comment savoir? Comment savoir qu'un contenu a été utilisé pour former un modèle? Comment savoir qu'un contenu culturel piraté se trouve dans une base d'entraînement fantôme? Comment savoir si l'opt-out a bien été respecté ou pas? Seul le fournisseur d'IA a la main sur ces informations. C'est la raison pour laquelle le règlement européen sur l'IA, qui date de juin 2024, qui est un texte très récent, qui est en train d'entrer en vigueur par bloc, eh bien, ce règlement européen a imposé 2 obligations. La première obligation, c'est une obligation de conformité. Les fournisseurs d'IA doivent être conformes aux droits d'auteur, et donc ils doivent mettre en place des mesures pour respecter le droit, notamment pour respecter l'opt-out. Et la deuxième obligation, c'est une obligation, alors ne rigolez pas, le fournisseur d'IA doit publier un résumé suffisamment détaillé des contenus qu'il a utilisés. L'oxymore de cette formulation témoigne, vous l'imaginez, des tensions qui ont présidé à l'élaboration de ce texte. Alors, quel est l'objectif partagé de ces 2 exigences du RIA, du règlement européen? Eh bien, c'est la transparence. Seule la transparence permettra aux titulaires de droits d'exercer et de faire respecter leurs droits, que ce soit les droits d'auteur, puisque c'est la culture à laquelle on s'intéresse, que ce soit aussi le droit des données à caractère personnel. J'ai conduit une mission pour le ministère de la Culture sur cette obligation de transparence et j'y ai formulé une recommandation sous la forme d'une métaphore culinaire qui a plu à certains, donc je vous la livre, vous me direz. Tous les ingrédients, mais pas la recette. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, comme une célèbre boisson, qu'est-ce que ça veut dire tous les ingrédients, mais pas la recette? Eh bien, le résumé suffisamment détaillé doit identifier les contenus sans révéler les procédés techniques qui sont mis en œuvre, les procédés de filtrage, de tokenisation, etc., parce que ça relève du secret des affaires et donc de l'avantage compétitif du fournisseur d'IA. Cette interprétation téléologique de l'expression est la seule qui pourrait permettre de restaurer l'effectivité du droit d'auteur, car c'est bien le droit tout entier qui est en ce moment nié, vidé de sa substance. À défaut d'une parfaite transparence, le droit reste en suspens. Il est impossible d'en déployer l'exercice, il est impossible de se défendre contre une violation, et ce sont 2 droits fondamentaux qui se trouvent ainsi confisqués. Le premier, c'est le droit au recours. Le second, c'est le droit de propriété. Tous 2 sont consacrés par les plus hauts textes supralégislatifs qui nous engagent, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux. Le droit au recours, c'est un droit matriciel, c'est le garant d'une démocratie dans laquelle les droits s'appliquent. Et puis le droit de propriété, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nous le dit, puisque c'était un acquis de la Révolution française, le droit de propriété, c'est un droit inviolable et sacré, nous dit-on. Dans ces conditions, faute de transparence suffisante, il faut compenser par des mécanismes complémentaires qui pourraient restaurer l'effectivité des droits. Et dans un autre rapport, vous voyez, que j'ai remis à la ministre de la Culture en juin dernier, eh bien, j'ai fait une proposition de boîte à outils juridique. Alors, comme les économistes, nous les juristes, on essaye par des moyens incitatifs parfois de faire respecter la règle de droit. Ce n'est pas la même incitation que les économistes, mais nous avons aussi l'incitation juridique. Alors, j'ai proposé, par exemple, de créer une présomption d'utilisation des contenus lorsque des indices suffisamment sérieux rendent plausible l'utilisation du contenu culturel par le modèle d'intelligence artificielle. C'est une proposition qui est reprise en ce moment dans un rapport européen. Donc, c'est une idée qui circule. Peut-être qu'un jour, ce sera une règle de droit. Autre proposition, une injonction de divulgation des éléments de preuve qui permettrait de réduire l'opacité et d'alléger le fardeau de la preuve, qui est en réalité une preuve diabolique qu'on ne peut jamais rapporter. Comment un titulaire de droit pourrait-il rapporter la preuve que son contenu a été utilisé? C'est quand même très compliqué. Ces mécanismes juridiques qui sont là qui prétendent restaurer l'effectivité du droit,
eh bien, ont un effet incitatif majeur. La menace de la sanction engage puissamment au respect et à la négociation. J'en veux pour preuve l'affaire Anthropic. Anthropic était menacée de condamnation pour contrefaçon aux États-Unis et la société a préféré, plutôt que de se voir condamnée au paiement de dommages-intérêts, la société a préféré passer une transaction pour 1,5 milliard de dollars pour les livres utilisés sans autorisation pour former son modèle. Alors c'est vrai que là-bas, il y a un outil incitatif très fort qui s'appelle les dommages-intérêts punitifs. On n'a pas ça, nous, en Europe, mais on pourrait avoir d'autres outils. La leçon à tirer, c'est qu'il ne faut jamais négliger l'effet prophylactique de la règle de droit. Deuxième étape, la création, l'enfantement. De l'amont à l'aval, que signifie du point de vue ontologique, la création de l'intelligence artificielle, plus exactement les réalisations qui sont produites par ou grâce à l'intelligence artificielle, qu'implique cet aspect sur l'autorat, sur le devenir, sur l'ontologie donc de la création artificielle, et puis toujours quels enjeux juridiques posent ces productions synthétiques. Pour commencer, d'abord sur cette ontologie de la création artificielle. D'ailleurs, de la création artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle peut créer? Plusieurs fois, on s'est posé la question. Alors, en philosophie, en économie, peu importe, dans chaque matière, on aura des réponses. Moi, je vous donnerai la réponse juridique. Juridiquement, non. En droit positif, l'IA ne peut pas créer au sens juridique du terme, puisque un contenu généré par l'IA ne peut pas être qualifié d'œuvre de l'esprit. Pourquoi? Eh bien parce que l'œuvre de l'esprit, pour pouvoir avoir cette qualification, il faut faire une création de forme originale. Et c'est quoi l'originalité? Ce critère de qualification, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et vous voyez que l'expression est par trop subjective pour pouvoir accueillir la machine en son sein. Pas d'originalité, pas d'œuvre, pas d'auteur. L'exigence d'un auteur personne physique découle indirectement de la Convention de Berne, donc c'est quelque chose qu'on partage vraiment au niveau international. D'ailleurs, la jurisprudence américaine a refusé la protection à la photo, là-bas avec le petit singe Naruto. Il avait volé un appareil photo, il s'était lui-même pris en photo, et certains demandaient, réclamer des droits, notamment le propriétaire de l'appareil photo, une association de défense des animaux, enfin bon, tous ceux qui pouvaient. Aux États-Unis, on nous a dit non, pas du tout, il faut être un humain pour être protégé. Et puis vous voyez juste à côté A Recent Entrance to Paradise, qui est un tableau qui a été généré par IA et dont les tribunaux américains ont refusé l'accès à la protection du droit d'auteur. En France, c'est pareil. Le lien à la personne physique, c'est de l'essence du droit d'auteur. Et c'est une réponse juridique qui recouvre aussi une vérité ontologique. Le génie humain ne suit pas de règles préexistantes. Le génie humain invente les règles de son art, il crée son langage esthétique, alors que l'IA n'invente aucune règle puisqu'elle applique, mais certes avec beaucoup de virtuosité statistique, mais elle applique des règles existantes, extraites de millions d'œuvres. Elle imite des styles humains. Elle ne peut pas avoir de style au sens plein, au sens humain, mais seulement des effets de style, des simulacres stylistiques, si vous préférez. Donc l'exclusion de l'autorat juridique est assez conforme à cette vérité ontologique. Elle est aussi philosophique et civilisationnelle, parce que reconnaître l'IA comme un auteur nierait l'essence même de la création, qui est tout simplement l'humanité, et ce serait dissoudre la frontière entre l'humain et la machine, entre la pensée et le calcul, entre la liberté créatrice et la détermination causale. Ça n'est pas souhaitable. Au-delà des questions d'autorat, l'ontologie renvoie aussi au devenir et donc à l'évaluation de cette culture contrariée. Le premier danger, ici, c'est sans doute le danger de prolétarisation de l'esprit créateur. Alors Stigler nous a appris à penser cette notion de prolétarisation. Ça n'est pas seulement la dépossession des moyens de production, c'est aussi la perte des savoirs, la confiscation du savoir-faire. Le prolétaire, c'est celui dont le geste créateur a été capturé, a été codifié, incorporé dans la machine, et l'IA générative opère précisément cette confiscation. Elle absorbe les savoirs créateurs, elle les réduit à des statistiques réutilisables, et alors le romancier peut perdre son savoir-écrire, le musicien son savoir composer, le peintre son savoir peindre. Non pas qu'il ne puisse pas créer, bien sûr,
mais leur création se noie désormais dans une production machinique massive, instantanée, gratuite, qui pourrait facilement remplacer la création humaine dans certains usages. Vous vous souvenez que Barthes proclamait en 1968 la mort de l'auteur. Alors, la mort de l'auteur, non pas pour ces raisons-là, pour lui, c'était l'écriture qui effaçait le créateur au profit du lecteur, parce que le texte était un lieu de polysémie. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, le risque de mort de l'auteur. L'auteur ne meurt pas parce qu'il a créé et que son œuvre lui échappe, non. L'auteur pourrait mourir parce qu'il ne pourrait plus créer, supplanté par des machines qui produisent en quelques secondes ce qui prenait des mois à produire. Et le risque de substitution et de dilution de la création humaine n'est pas juste virtuel. Le contenu synthétique ne se contente pas de coexister avec le contenu humain, il peut l'évincer également. Et les chiffres en témoignent. Regardez ce post de Deezer. 30% des musiques téléversées quotidiennement sur Deezer sont générées par IA, soit 30 000 morceaux quotidiens. Ça, c'est juste ce qu'ils arrivent à détecter. C'est évidemment loin de la réalité. L'écueil serait alors de rentrer dans une culture de la suffisance. Le suffisamment bon pourrait remplacer le véritablement excellent. Je vous citais tout à l'heure cette chanteuse virtuelle qui a un succès assez dingue. Par analogie avec la loi de Gresham, dans le secteur de la culture, on pourrait dire que la mauvaise monnaie, c'est-à-dire le contenu synthétique, chasse la bonne, la création authentique. À partir de ce constat, eh bien, de multiples enjeux se posent, évidemment. Première question juridique, c'est la qualification de la production de l'IA. Ici, je vous l'ai dit, les productions générées par IA vont être exclues de la protection du droit d'auteur, pas d'œuvre, comme on vient de le voir, sauf que ça pose quand même des questions parce que où est la frontière entre les productions générées par IA et les productions assistées par IA? Il serait particulièrement inique à une époque où on demande à tout le monde de se saisir de l'intelligence artificielle, eh bien, de disqualifier systématiquement les créateurs qui utilisent l'IA, parce que certains créateurs, oui, beaucoup même, utilisent l'IA, mais ils l'utilisent aussi avec leur cœur, avec leur personnalité, et donc il ne faut pas les exclure de la protection du droit d'auteur. Et donc il va y avoir un nouveau travail pour les juristes, un nouvel exercice de qualification. Comment on va faire pour caractériser l'intelligence artificielle dans ces productions, ces œuvres? Il faudra qu'on arrive à dire que ce sont des œuvres où le lien à l'auteur est plus distendu, où le lien à l'auteur est intermédié par la technique. Il faudra apprendre où et comment caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur lorsque ce dernier utilise l'outil technologique. Il faudra aussi rappeler que l'utilisation d'un instrument n'est pas pertinente dans la qualification juridique. Cet instrument, c'est un pinceau hier, aujourd'hui, c'est un outil d'intelligence artificielle. Un autre enjeu, c'est celui de l'illicéité de la production de l'intelligence artificielle. D'abord, cette production de l'IA, elle peut être contrefaisante. Si elle reprend des éléments protégés de création sur lesquels elle s'est entraînée, c'est une contrefaçon. La contrefaçon est punie par le droit, c'est une sanction civile, c'est aussi un délit pénal. Donc ça peut être une contrefaçon, c'est rarement une contrefaçon, puisqu'en réalité, ce qui est fait en général sont des reproductions à la manière d'eux. À la manière d'eux, alors ça ne reprend pas des éléments protégés, ça peut reprendre un style. Dans ce cas-là, le droit a également un arsenal, notamment l'action en parasitisme, de cette production qui reprend le style d'un créateur, peut être parasitaire et engager la responsabilité civile délictuelle de son producteur. Et sur ce point, vous vous souvenez peut-être de la vague submersive d'images à la manière des studios Ghibli qui nous avaient inondés à la sortie d'une nouvelle version de ChatGPT. Ici, c'est le style des studios Ghibli qui est repris. Donc cette image, elle n'est pas contrefaisante parce que le style n'est pas réservable par le droit d'auteur. On ne réserve pas le style, c'est trop abstrait. Heureusement qu'on ne réserve pas le style, on empêcherait la création. Donc cette image, elle n'est pas contrefaisante, mais pour autant, il y a un aspect moral qu'on ne peut pas éluder. On sait que dans un documentaire de 2016, le maître Miyazaki avait déclaré qu'il ne souhaiterait jamais intégrer l'intelligence artificielle dans son travail et que ce serait pour lui une insulte à la vie.
ça n'a pas empêché le fournisseur d'IA d'ingurgiter tout son catalogue sans autorisation et sans rémunération. Au-delà des atteintes aux biens, les productions synthétiques peuvent aussi engager des atteintes aux personnes. Notamment, il y a beaucoup d'atteintes au droit de la personnalité aujourd'hui, le droit à l'image, le droit à la voix. Alors en matière de musique, il y a beaucoup d'IA cover, comme on dit, qui circulent. Donc des duos fictifs, par exemple, entre Drake et The Weeknd, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ou alors Michael Jackson, qui, vous le savez, est mort, qui chante The Weeknd, qui est un groupe contemporain. Donc il y a beaucoup de distorsions comme ça sur le marché de la musique. Et puis, il y a des choses un peu plus lourdes aussi, notamment aux États-Unis. En ce moment, il y a une vague assez violente. Certains outils de génération de vidéos récents ont permis la génération de vidéos grossières, de vidéos racistes aussi, impliquant des personnes décédées, que vous voyez ici. Le souci, c'est que, notamment en droit français, ces droits de la personnalité s'éteignent à la mort de l'auteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils s'éteignent à la mort de la personne là, qui est utilisée. Donc on ne peut plus défendre son droit à l'image, on ne peut plus défendre son droit à la voix. Alors les héritiers ont une action, mais c'est quand même très très compliqué, c'est très indirect. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut accueillir sans limite ces réincarnations numériques en se disant, je sais pas, ça fait partie peut-être, je sais pas, peut-être de nouveaux enjeux, nouvelles cultures. En tout cas, la question se pose de savoir s'il va falloir étendre peut-être un jour la protection à l'image et à la voix des défunts. En outre, ces contenus synthétiques participent aussi parfois à la désinformation. On le voit beaucoup aujourd'hui. Ils manipulent la réalité, ils impliquent des risques démocratiques à grande échelle. Et la facilité de génération engage enfin des enjeux nouveaux en termes de découvrabilité des contenus humains. On en a parlé. Le marché risque la saturation dans beaucoup de domaines du fait de la multiplication des données synthétiques. Alors l'ensemble de ces questions relatives aux productions de l'IA, qualification comme atteinte, eh bien, vous l'attendiez, ça fera l'objet de mon prochain rapport que je remettrai en juin 2026, donc j'ai un peu de temps. Si vous avez des idées, je suis très preneuse de vos idées. Et puis, pour terminer, la rencontre, l'enfantement, le bout du chemin, c'est une écologie de l'intelligence. Il faut réconcilier l'intelligence artificielle et la culture. La relation entre l'intelligence artificielle et la culture est contentieuse. Il y a plus de 50 procès aux États-Unis sur ce sujet, plus de 50 procès. Il n'est pas souhaitable que l'Europe s'engage dans cette voie. Alors comment réconcilier l'IA et la culture pour cette écologie de l'IA à inventer? Opposer innovation et régulation n'aide pas, ça c'est certain. Il faut au contraire un plan d'action qui ouvre une troisième voie, une voie éthique qu'on essaiera de décrire. Face à cette situation, il y a un discours ambiant dominant qui oppose frontalement innovation et régulation, qui suggère que encadrer l'intelligence artificielle reviendrait à étouffer l'innovation, à condamner l'Europe au retard, à sacrifier la compétitivité sur l'autel d'un juridisme frileux. On a tous les défauts. Ce discours est doublement trompeur. D'abord, il s'appuie sur une opposition qui est factice. La régulation et l'innovation ne sont nullement antagonistes. Au contraire, un cadre juridique clair favorise l'investissement. C'est l'incertitude juridique, au contraire, qui est toxique pour le marché. Un entrepreneur préfère des règles précises, même si elles sont contraignantes, plutôt qu'un flou normatif, comme aujourd'hui, propice au procès interminable. D'ailleurs, l'histoire économique le confirme, les secteurs les plus régulés, pharmacie, aéronautique, banque, ne sont pas les moins innovants. La régulation doit exister parce qu'elle crée un environnement de confiance. Bien sûr, la régulation intelligente, Philippe Aghion a raison. Ce n'est pas d'une surrégulation dont on a besoin, mais d'une régulation équilibrée, propice aux investissements de long terme. Ensuite, la régulation est le reflet de nos valeurs. Aucune innovation n'y échappe et aucune ne doit y échapper. La science, la technique permettent parfois de réaliser des prouesses, des miracles peut-être, que le droit décide tout simplement d'interdire, parce que ce sont nos valeurs. Par exemple, le clonage humain.
Oui, on peut, mais on ne veut pas. Autre exemple, dans le règlement européen sur l'IA, la notation sociale. Vous savez, votre visage est analysé, reconnaissance faciale, partout dans la rue, puis vous avez une note sociale qui vous permet d'inscrire votre enfant à l'école, d'obtenir un prêt. Ben, on ne veut pas. Ce sont nos valeurs européennes. C'est interdit dans le règlement sur l'IA. Donc oui, la régulation, en effet, elle nous empêche, quand on nous dit qu'il faut rouler à 30 au lieu de 100, ben on va mettre de 100 km/h, ben on va mettre plus de temps à arriver, mais il y a une raison, et ça représente aussi nos valeurs. Enfin, ce discours anti-régulation qui est porté de manière assez forte parfois par certains acteurs du numérique, eh bien, poursuit parfois un objectif inavoué, mais qui a été révélé dans un gros scandale aux États-Unis qui a impliqué des académiques. L'objectif inavoué, c'est de différer l'encadrement normatif juridique. Différer pourquoi ? Bien pour permettre aux acteurs dominants de consolider leur position oligopolistique, car qui profitent de l'incertitude ? Les grandes entreprises capables d'assumer de longues batailles judiciaires. L'absence de régulation ne favorise pas l'innovation, elle favorise la concentration et érige des barrières à l'entrée qui deviennent insurmontables. Donc rejetons cette fausse alternative, ce n'est pas la voie qu'on suivra. Une régulation appropriée est la condition de l'innovation véritable, c'est-à-dire de l'innovation qui bénéficie au plus grand nombre. Renoncer à réguler, c'est aussi accepter le risque de privatisation rampante de la norme. Dans un monde qui est dérégulé, qu'est-ce que la norme ? Les conditions générales d'utilisation des plateformes qui deviennent la loi effective, une loi privée, une loi unilatérale, une loi soustraite au débat démocratique. Ça n'est pas souhaitable. La règle ne peut être sous la domination des intérêts privés, des acteurs privés. La loi doit impérativement rester l'expression de la souveraineté populaire et le reflet de l'intérêt général. Il est donc urgent d'agir. Agir comment ? Eh bien, agir en offrant une troisième voie, en offrant un plan d'action avec une troisième voie. Je pense que l'Europe a une responsabilité historique entre le mouvement de dérégulation américaine d'un côté et la surrégulation chinoise de l'autre. L'Europe doit tracer une troisième voie, une voie éthique, en évitant les scénarios dystopiques. Alors quand je dis les scénarios dystopiques, je veux dire que oui, on ne va pas tous mourir, le remplacement, non, ça n'existe pas. Il va falloir juste vivre avec l'IA, le champ culturel va être reconfiguré, il faut accompagner cette reconfiguration. Vous savez, la culture est née, en quelque sorte, avec la technique. C'est l'invention de l'imprimerie qui nous a permis de réaliser la nécessité d'encadrer la reproduction de la culture. La culture a aussi traversé l'Internet et les nouveaux modes de communication des œuvres. Eh bien, la culture réussira le défi de se saisir de l'intelligence artificielle. Dans ce cadre, il nous faut assumer nos valeurs. Assumer nos valeurs, ça veut dire la compétition, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi normative. Il faut voir l'Union européenne comme un laboratoire normatif mondial et pour ça, il y a peut-être quelque chose qui va nous aider, ce que Anu Bradford, qui est une chercheuse, appelle le Bruxelles Effect. Le Bruxelles Effect, c'est la manière dont la capacité de l'Union européenne à façonner des standards mondiaux par la force normative de son marché. C'est ce qu'on a fait avec le RGPD qui désormais irrigue un petit peu. La loi canadienne, c'est le RGPD. La loi californienne, c'est aussi en quelque sorte très inspiré du RGPD. Eh bien peut-être que pour le règlement européen sur l'IA, il y aura ce Bruxelles Effect. On y a mis dedans des règles d'extraterritorialité, justement pour forcer ce Bruxelles Effect. C'est quoi l'extraterritorialité ? Eh bien les règles juridiques qui sont dans ce règlement européen ne s'appliquent pas qu'aux acteurs européens, sinon ce serait une rupture concurrentielle. Elles s'appliquent à tous les acteurs qui veulent pénétrer le marché européen. Et donc, elles s'appliquent aussi aux acteurs américains et chinois. L'Europe ne doit pas avoir peur donc de porter ses valeurs, dignité humaine, droits fondamentaux, diversité culturelle. Ces valeurs ne sont pas des entraves, ce sont des conditions de l'acceptabilité sociale, de la légitimité démocratique aussi de l'innovation. Par exemple, face à la prolifération de contenus synthétiques, eh bien, il faut identifier la singularité de
de la création humaine. Le règlement européen impose désormais un marquage des contenus qui sont générés par IA. Vous le voyez ici sur cette image. Alors on ne le voit pas très bien, pardon, là aussi vous n'avez pas les jumelles, mais il est indiqué que l'image a été générée par intelligence artificielle. Les contenus générés doivent être marqués numériquement et ils doivent également être marqués visiblement pour l'information du public. Alors, est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il faudra impliquer les plateformes, peut-être qu'il faudra des labels d'authenticité, certains pensent cela. Qu'on s'entende. L'idée, ça n'est pas d'interdire les contenus synthétiques. D'abord, ce serait vain et puis ce serait illégitime. Mais c'est essentiel de garantir la transparence parce que la transparence conditionne un marché culturel sain. C'est la loi de Gresham. Si on n'a pas cette distinction, eh bien, les synthétiques gratuits et instantanés vont chasser les créations humaines. Enfin, il faudra dans ce plan d'action faire émerger un marché éthique et équilibré de la donnée culturelle. Là encore, c'est un rapport, c'est le deuxième rapport dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, il y a un sentiment de dépossession très fort chez les créateurs. Il faut leur rendre leur capacité d'agir. Il faut donc, sur le modèle du consentement, sur le modèle du contrat, forcer pour que ces contrats, ces licences soient passées. Comment forcer? Je vous ai parlé des moyens incitatifs juste avant. Cette présomption, cette injonction de divulgation forceront à la conclusion du contrat. La forme contractuelle, c'est la garantie de la souveraineté créatrice, c'est donc fondamental. Cela étant, il ne faut pas renier non plus éventuellement la gestion collective volontaire. Vous savez qu'on a en France des sociétés de gestion collective qui fonctionnent très bien. La SACEM, la SACD, la DAGP, ça dépend des secteurs, ce sont des sociétés de gestion qui vont pouvoir donner des autorisations de masse parce que, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il est très important de faciliter l'accès aux données pour pouvoir faire émerger un système, un écosystème souverain de l'intelligence artificielle européenne qui nous représente. Il faut donc faciliter cet accès à la donnée en respectant les droits, tout simplement. C'était une recommandation qu'on avait déjà faite dans le rapport Ambition pour la France et qui est reprise dans ce deuxième rapport. Donc les créateurs doivent être rémunérés. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas pour le moment. Non par charité, mais par justice, parce que leurs œuvres sont la matière première créatrice sans laquelle l'IA ne serait rien. Et puis aussi par lucidité, parce que sans rémunération, les créateurs cesseront de créer. Et puis l'IA, privée de nouvelles données humaines, s'effondrera. Vous imaginez, on aura perdu sur tous les tableaux. Alors pour conclure, mesdames et messieurs, l'IA apprend des données préexistantes, elle en déduit des tendances, elle apprend, elle simule une connaissance, et cette connaissance, elle est figée, elle est rétrospective, alors que l'intelligence humaine présente une connaissance prospective, elle imagine l'inexistant, elle rêve des mondes possibles, elle invente des langages inédits. L'intelligence humaine est capable de rupture, d'imprévu, de surgissement du nouveau. Elle ne calcule pas l'intelligence humaine, elle pense. Voyez où je veux en venir? Cogito ergo sum, disait Descartes. À l'ère de l'IA générative, nous devons affirmer cogito ergo creo. Je pense, donc je crée. L'acte de création est l'affirmation de notre humanité, le gage de notre liberté, le témoin de notre conscience du temps, de l'histoire, de la mort. Préserver cet acte, c'est préserver notre liberté, c'est aussi préserver notre dignité, car que serait un monde où les créateurs seraient réduits à nourrir des machines sans reconnaissance ni rémunération, un monde où l'humain serait un moyen au service de l'artificiel, je vous laisse imaginer. Alors si je reviens à la question initiale qu'on a posée, l'IA peut-elle créer? La vraie question est, en réalité, voulons-nous vivre dans un monde où seules les machines créent? La réponse est évidemment non. Alors il nous faut agir, réguler intelligemment, de manière équilibrée, protéger les créateurs en garantissant transparence et recours, rémunérer équitablement ceux dont les œuvres nourrissent les modèles, reconnaître la valeur irremplaçable de la création humaine. Je t'aime, moi non plus. Non, disons plutôt avec Stigler, je t'aime comme pharmacon, remède si tu sers, poison si tu domines. Je vous remercie.